Qu'est-ce qui attend Emmanuel Macron pour la rentrée? Beaucoup de choses et beaucoup de défis et beaucoup de problèmes, d'après, j'en suis sûr, notre correspondant Nicolas Vidal, qui est quelque part en Europe, à Budapest, je crois. Bonjour, Nicolas Vidal. Bonjour, Nick. Oui, je vous parle de Budapest en ce moment. Voilà, et on va parler de la situation compliquée, la rentrée explosive d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Bon, suite à mon billet de la semaine dernière, là, je dois vous dire, chers amis québécois, que la France va mal. Et comme le disait notre confrère Philippe Meyer de France Culture, nous vivons une époque formidable qui ne manque pas d'avenir, et surtout chez nous en France. Mais Nicolas Vidal, les Français disent toujours que la France va mal, hein, donc... Oui, mais vous avez raison. Et tout à l'heure, vous citiez des sondages qui sont toujours doux pour les gens qui les font, mais les faits sont têtus, et je voudrais revenir sur quelques faits qui vous donneront peut-être envie d'avoir un peu, je ne l'espère pas, mais quelques pessimismes sur notre pays, et encore plus qu'à la semaine passée. Croyez-moi. Pourquoi en somme, parce que la France connaît, vous le savez tous maintenant, des mouvements sociaux importants depuis les Gilets jaunes. On est déjà à la 38e semaine écoulée, et je voudrais revenir rapidement sur 4 sujets d'actualité qui cristallisent bien ce malaise français. Allons-y. Par exemple, aujourd'hui, il y a une info en France qui n'est pas tellement courue. On en a pas mal parlé il y a quelques semaines, et aujourd'hui, bizarrement, plus personne n'en parle, ou très peu de confrères. Cette info, c'est qu'il y a plus de 200 services hospitaliers en grève qui réclament à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, des moyens supplémentaires, des meilleures conditions de travail, bien entendu, et des revalorisations salariales. Et actuellement, je dois vous dire, cher Nick, que les intéressés, qui ont été d'ailleurs rejoints par quelques médecins des services urgentistes et des urgences, sont ulcérés des réponses de la ministre qu'ils jugent insuffisantes. Donc, je vous l'assure, c'est un épisode absolument faramineux de canicule dans les hôpitaux. Ça, c'était pour le premier point. Ensuite, deuxième point, c'est un nombre assez tragique, effroyable. 44 membres de forces de l'ordre se sont suicidés en France depuis janvier dernier. C'est un nombre absolument incroyable et tragique. Et je vous lis, je ne peux m'empêcher de vous lire la solution trouvée par la patronne de l'inspection générale de la police nationale, qui, pour endiguer cette vague de suicides, elle a dévoilé, nos confrères du Canard enchaîné, vous savez, c'est le journal satirique français, ils ont dévoilé une note qui a été envoyée au service, et je vous la lis. Elle s'appelle Brigitte Julien, et elle propose, je cite, elle propose d'institutionnaliser dans les services la sieste entre 10 et 30 minutes pour une récupération, une restauration des compétences psychiques et physiques à faire dans son fauteuil, et on repart pour 4 heures de travail. Voilà ce que nous dit aujourd'hui la patronne, la big boss de l'IGPN, pour essayer d'endiguer la vague des suicides. Vous avez bien dit la sieste, hein? La sieste, oui, c'est la sieste, oui, c'est d'institutionnaliser dans les services la sieste entre 10 et 30 minutes. Donc voilà la réponse des hauts gradés de la police nationale pour essayer d'endiguer les suicides. Voyez-vous, non, notre avenir est tout à fait sombre, je vous le dis. Ensuite, vous avez aussi une affaire assez inquiétante aujourd'hui qui se passe en France, suite au CETA, vous le savez, signature de traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Aujourd'hui, plus de 10 permanences parlementaires de députés de la majorité présidentielle ont été pris pour cible dans plusieurs régions de France après le vote de ces mêmes députés en faveur du CETA. Donc on a eu droit à du fumier, à du foin déposé devant les parlementaires, du lancer d'œufs sur les façades. Et ces permanences, et je vous le dis, ont été parfois murées par des agriculteurs ou carrément saccagées par des black blocs, comme à Perpignan, donc dans le sud de la France, pour l'acte 37 des Gilets jaunes. Parce que les Français, vraiment, ce CETA, ils ont pris cela comme un déni de démocratie. Et parmi les Gilets jaunes, ils vont être nombreux à demander des comptes et à se mobiliser dès la rentrée. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, les députés de la majorité présidentielle sont pris à partie dans leur permanence sur le territoire. Alors là, je ne parle pas de Paris, je parle des permanences qui sont installées sur le territoire. Donc ça fait beaucoup réagir aujourd'hui la classe politique. Donc ça, c'est une affaire qui mérite d'être suivie et qui malheureusement pourrait à un moment donné s'intensifier dans les prochains jours, surtout qu'on va arriver à la fin du mois d'août et le début de la rentrée. Et puis, vous avez sûrement entendu parler de l'affaire Steve. C'est actuellement une affaire d'importance qui secoue le ministre de l'Intérieur et du gouvernement. Ça n'a pas beaucoup percé les médias ici, mais je pense que c'est vraiment majeur chez vous. Expliquez-nous de quoi il s'agit un peu.
Alors, je vous dis rapidement, c'est la mort du jeune homme, Steve, qui participait à la fête de la musique à Nantes. Donc, nous, la fête de la musique, c'est le 21 juin. Et en fait, il s'est noyé dans la Loire, c'est-à-dire le fleuve qui passe à Nantes, après une violente charge des CRS. Et son corps vient d'être retrouvé dans l'eau plus d'un mois après cette nuit tragique. Donc, c'est-à-dire que là, il y a des vidéos. D'ailleurs, j'invite vos auditrices et vos auditeurs à aller voir les vidéos sur YouTube. Et alors, forcément, le Premier ministre Édouard Philippe, dans une séquence totalement édifiante, accompagné du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui était gentiment posé à ses côtés et silencieux, a déclaré que selon, encore une fois, le rapport de l'IGPN, c'est l'Inspection générale de la police nationale, publié mardi dernier, le rapport dit, Édouard Philippe nous dit, il ne peut être établi de lien entre l'intervention de la police et la disparition du jeune homme. Donc cette affaire, je vous l'assure, provoque un grand témoin en France après les violences policières contre les Gilets jaunes. Donc je rappelle qu'on dénombre quand même 2500 blessés et dont certains ont été très grièvement blessés à cette occasion. Donc cette affaire ne manque pas de rajouter du feu sur les braises du mouvement, de la contestation sociale et des brutalités policières. Et surtout contre Christophe Castaner, qui aujourd'hui incarne l'ordre public en France et dont les stratégies de maintien de l'ordre. Donc cette affaire, Steve, ne devrait pas manquer de continuer à amplifier dans les prochains jours. Et certains conseillers du gouvernement disent que si jamais la presse s'en empare avec encore plus de violence, et là je cite, Christophe Castaner ne resterait pas une semaine en poste. Voilà, donc c'est vraiment une affaire extrêmement importante qu'il faut suivre de près. Voilà pour ces... Mais dites-moi, Nicolas Vidal, je vous écoute, là, puis ça va tellement mal chez vous qu'il ne vous restera plus qu'à déménager sur le plateau Mont-Royal, comme de nombreux autres de vos compatriotes, et vous pourrez alors chanter les vertus de ce Québec doux et paisible, et aussi aller voir les baleines dans le fleuve Saint-Laurent et le fjord du Saguenay. Mais oui, est-ce que c'est un projet? Non, c'est ça pour l'instant. Nous y restons, nous sommes journalistes, nous essayons de décrypter cette information. Mais alors, dites-moi plus sérieusement, oui. Est-ce que... alors, on comprend bien que il y a plusieurs dossiers là, assez brûlants qui sont de nature à susciter l'agitation et la colère sociale, si j'ose dire. Est-ce que quelqu'un, quelque part, profite politiquement de ça ou émerge ou enfin, est-ce qu'on peut mesurer, est-ce qu'on peut imaginer un homme ou une femme politique qui prendrait à bras-le-corps ces problématiques-là et en ferait une sorte de planche de surf politique, en fait? Est-ce que c'est le Front national qui va bénéficier de cette forme d'insurrection? Pour ma part, c'est mon avis, je crois qu'aucun parti politique aujourd'hui ne peut bénéficier de cette fracture sociale, de ces fractures sociales en France, parce que vous le savez, le mouvement des Gilets jaunes a excommunié finalement tous les partis politiques traditionnels et ainsi que les syndicats. Donc de ce côté-là, c'est tout d'ailleurs l'harmonie, la poésie, si je puis dire, de la contestation populaire. C'est un cul-de-sac finalement, c'est un cul-de-sac pour la France et ça pose un véritable problème parce qu'on ne voit pas de sortie, tout en sachant qu'Emmanuel Macron et pourquoi, je vais essayer de vous expliquer rapidement, brièvement, pourquoi cette rentrée va être explosive. Emmanuel Macron va continuer à se verser dans cette politique-là et je crois, pour répondre à votre question, non, aujourd'hui on est dans une impasse sans issue et en fait la seule solution, ce que je pourrais dire, c'est qu'on revienne à la souveraineté du peuple français dans son vote, dans ses moyens d'expression, par des référendums et extension par des référendums. Voilà, ou même par une dissolution de l'Assemblée nationale qui avait été évoquée, mais qu'Emmanuel Macron n'avait pas jugé bon de faire parce qu'il savait qu'il allait perdre, bien entendu, sa majorité. Parce qu'aujourd'hui, ce qui attend Emmanuel Macron, c'est toujours l'affaire de Rugy, vous en avez parlé, Nick, qui essaye de se blanchir lui-même, mais qui a renforcé effectivement la forte défiance envers la classe politique. Et ce qui ne manque pas de saveur, c'est que François de Rugy essaye de contourner pour essayer de revenir en politique. Il va reprendre déjà son poste de député, et on sait qu'il a déjeuné dans un déjeuner secret, en guillemets, avec Édouard Philippe il y a une dizaine de jours. Donc oui, je vous le dis, la France est un pays magnifique pour ça, parce que François de Rugy essaye de revenir. Après, il y a ce dossier absolument explosif, c'est la réforme de l'assurance retraite, qui est c'est le dossier explosif du quinquennat Macron, qui en deux mots, veut harmoniser les règles de l'assurance retraite, supprimer les régimes spéciaux, notamment pour les cheminots, et il se murmure que les Français devront partir à 64 ans pour bénéficier d'un taux plein, alors qu'aujourd'hui le départ est à 62 ans. Donc vous imaginez bien que certains syndicats sont déjà en vente debout et des premières journées de mobilisation ont été fixées fin septembre.
Voilà. J'ai parlé je termine là-dessus parce qu'il nous reste quelques secondes seulement, même on n'en a plus, mais c'est pas grave, on aime tellement vous entendre avec votre verve, Merci Nicolas beaucoup, Vidal. Yannick. J'ai parlé du Front national, mais j'aurais pu dire la France insoumise, donc Jean-Luc Mélenchon et son groupe. Ces deux partis-là, comme d'autres, comme Nicolas Dupont-Aignan, se réclament de la colère populaire et du retour de la souveraineté du peuple et tout, mais vous pensez que malgré tout, vous parlez des référendums, évidemment, ça a été beaucoup véhiculé dans la mouvance des Gilets jaunes, là, mais donc, aucun de ces partis-là n'est en mesure actuellement d'aller récupérer ou de répondre à ce besoin dans la société française. Je pense pas, parce que déjà Jean-Luc Mélenchon a soutenu les Gilets jaunes du bout des lèvres, il a mis un certain temps à le faire. Et puis quand il a essayé finalement de récupérer ce mouvement, il a été mis au banc rapidement, parce que je vous l'ai dit, les Gilets jaunes ont complètement excommunié toute la classe politique. Ça, c'est vraiment extrêmement important, et c'est pour ça que même l'extrême gauche, d'ailleurs, voire l'extrême gauche très radicale, au début, avait lié les Gilets jaunes à certaines idées du Front national, du Rassemblement national. Donc c'est très compliqué aujourd'hui. Les Gilets jaunes aujourd'hui se sentent hors du champ politique, ils se sentent oubliés, c'est la France périphérique, et ils ne veulent plus rien avoir à faire avec leurs hommes politiques et demandent aussi, c'est l'affaire de Rugy, une transparence totale dans ce qu'est l'élu, la représentativité et le rôle du député, c'est-à-dire le rôle du député pour le Gilet jaune, doit représenter le territoire dans lequel il était élu et non plus une majorité présidentielle. Et on l'a vu avec le CETA, où certains députés issus des territoires agricoles ont voté pour le CETA, tout en sachant qu'en France, selon les agriculteurs et beaucoup de Français, le CETA est absolument une horreur et une trahison absolue. Alors, pour nos auditeurs, le CETA étant bien sûr l'accord de libre-échange Canada-Europe, Nicolas Vidal, vous nous décrivez une sorte de crise de confiance qui perdure à l'endroit de la classe politique et bien sûr ça dans le contexte de la culture insurrectionnelle française, ça donne des résultats très spectaculaires, mais on espère que ça ira quand même mieux et on vous conseille de prendre un peu de repos et de recul dans votre belle tournée d'Europe que vous faites actuellement pour vos vacances, je crois. Et on vous parle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Nick. Passez une excellente journée. Au plaisir. Vous aussi. À la prochaine. Il est 8h06. Chers auditeurs, bon réveil, bonne journée. Dans quelques instants, les grands titres.